Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tough of the Old Man où on va continuer à parcourir le run de Nick Spencer sur Spider-Man avec les épisodes suivants, donc les épisodes 11 à 15 il me semble. Ça, on va commencer déjà par les 3 premiers épisodes, donc, qui sont les épisodes 11, 12 et 13, qui s'appellent L'œuvre d'une vie. Donc je vous montre, voilà, la couverture qui se trouve donc le softcover numéro 8, scénarisé par Nick Spencer et dessiné par Ryan Ottley dans sa totalité. Voilà. Alors, il me semble que sur les précédentes vidéos, j'avais dit que effectivement Nick Spencer balayait un peu le cast qui entourait Spider-Man au fur et à mesure. Je précise pour ceux qui découvrent la vidéo que ça va être une vidéo full spoiler. Donc si vous ne l'avez pas lu, voilà, lisez-le et puis revenez. Sinon, voilà, ça veut dire que vous savez ce qui va se passer. Je ne vais pas hésiter à montrer certains passages, vous parler de certains passages des épisodes qui constituent cet arc et le suivant. Donc c'est un tout petit arc en 3 épisodes qui, comme je le disais, va là nous présenter un autre personnage historique du cast de Spider-Man. J'ai bien sûr nommé J. Jonah Jameson. Et oui, on n'en avait pas encore parlé de ce personnage. Et donc là, il revient en force. Il y a ces 3 épisodes sur la période de Noël qui vont se rapprocher finalement du conte de Scrooge avec les fantômes du passé, les fantômes du présent et les fantômes du passé, présent et futur. Et donc J. Jonah Jameson qui a subi au cours des années beaucoup d'évolutions, et notamment ces dernières années, avec la révélation que Peter lui fait scénarisé par Zdarsky lors de son run, où Peter, au cours d'un repas où J. Jonah Jameson invite Spider-Man à déjeuner, lui révèle son identité. Et dès ce moment, la relation entre les deux personnages change, et Jonah est dans une optique d'aider Spider-Man à tout prix, et d'ailleurs là il a retrouvé un job à la radio, et il le dit clairement, Spider-Man est un héros. Voilà, il a complètement viré sa cutie, et donc d'ennemi numéro 1, de menace publique, c'est maintenant un super-héros, et tous ceux qui le critiquent sont des pourris. Voilà. Donc, on suit un Jonah Jameson qui est toujours aussi, c'est assez marrant de le voir parce qu'il est toujours très arrogant, égocentrique. Voilà, il est donc à la radio et il va recevoir une invitation de Wilson Fisk pour un gala en son honneur. Et la condition, c'est que Wilson Fisk lui demande d'être accompagné de Spider-Man. Voilà. Ce qui va peut-être poser un peu problème, enfin on va voir. Après on retrouve notre ami, la petite araignée du quartier, dans une petite scène d'action complètement bizarroïde. Sans doute que l'auteur voulait faire quelque chose de méta, mais en gros, Lippo, là, qui a volé une petite figurine de Galactus. Petite figurine qui s'arrache comme des petits pains, et apparemment ça s'arrache tellement que les spéculateurs engagent des super vilains pour voler des poupées. Alors je ne sais pas quel est le propos, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose. En tout cas, ça se termine par la poupée qui est redonnée et le jeune garçon qui dit bon allez combien, et qui fait monter les enchères. Donc je suis très bizarre, je sais pas, c'est un peu n'importe quoi ce passage, je comprends pas trop le délire. En tout cas j'ai l'impression que les scènes avec Spider-Man sont vraiment un petit peu osef, un petit peu n'importe quoi en fait. Depuis le départ, quand on a un peu de recul, on se dit ouais, il n'y a pas encore vraiment d'enjeu dans ce run. Bon, on est épisode 11, mais c'est vrai que je me dis ouais, c'est un peu bizarre. Alors c'est pour ceux qui apprécient le style de Ryan Ottley, c'est quand même assez bien dessiné, il faut dire ce qui est. Mais on s'en fout quoi, on s'en fout. Voilà, c'est un peu bizarre. Et après on retrouve Peter qui est invité chez Robbie pour manger avec son fils. Sa femme n'est pas là, et c'est à ce moment-là qu'évidemment Jonah Jameson passe à la télé pour dire que Spider-Man est attendu, donc
forcément Peter va trouver une excuse pour sortir. Le fils Randy va trouver une excuse parce que lui aussi il a besoin de sortir, enfin bref. Et on découvre cette fois un vilain un peu méconnu, en tout cas, qui était tombé un peu en désuétude. Il s'agit d'Arcade, qui est plus un ennemi des X-Men qu'un ennemi de Spider-Man. Et on voit qu'il parle à quelqu'un pour monter un piège, etc. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui peut se passer. Jonah Jameson se rend à la mairie pour le gala et Spider-Man est là, bien sûr, il a écourté son repas. Et donc il parle, il dit voilà, vous m'aviez, voilà, j'étais l'ennemi, etc. Donc ils ont toujours un tout petit peu à couteau tiré entre les deux, puisque effectivement, même si Jonah maintenant c'est le meilleur ami de Spider-Man qui le défend, on ne peut pas effacer complètement le passé. Et on va retrouver d'ailleurs le passé avec les enforcers, les exécuteurs en français je crois. Donc une trois personnages assez vieux hein, dans l'histoire de Spider-Man qui remontent vraiment à ses premières aventures, ses premiers ennemis, avec Ox, Montana et puis j'ai oublié le troisième. Enfin bref, les exécuteurs. Voilà. Donc Spider-Man s'en défait très rapidement, néanmoins il se fait quand même assommer par Ox et il se retrouve dans une geôle avec Jameson et hop, d'autres personnages arrivent, dont des espèces de mouches humaines et le scorpion. Alors bon, ce premier épisode met un peu les choses en place. On se demande effectivement où est-ce qu'on va aller, ce qui va se passer. On a une très belle couverture. On a moi je trouve que ces 3 épisodes, enfin, en tout cas, brillent par leur dessin qui sont très, très sympathiques. Bon, forcément, petite scène de bagarre entre tout ça. Et fait assez plaisant, il y a une page récap qui réexplique un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. C'est vraiment une narration à l'ancienne. Je pense c'est dans le but effectivement d'avoir cette narration à l'ancienne on n'a plus ce genre de choses maintenant. On a un résumé en début, mais on n'a plus de page récap. Donc là, on a une page récap qui se passe, etc. Et puis, on va découvrir effectivement pourquoi ce titre. Et donc, on va avoir une petite représentation de la vie de J. Jonah Jameson, de son enfance. En fait, la vie de Jameson est plutôt jalonnée de drames. Je pense que ça a été aussi la volonté des auteurs au fur et à mesure de lui créer un peu plus de background que juste l'irascible patron du Bugle. Donc voilà. Au fur et à mesure, il avance. Il y a la naissance de son fils, la mort de sa première femme, l'apparition de Spider-Man, la menace, voilà, la création du Scorpion. D'ailleurs, ça passe crème, hein, quoi. Spider-Man lui dit ouais quand même. Avec la justification, j'ai cru que c'était nécessaire. Voilà. Combattre le mal par le mal avec un ennemi encore pire. Bref, la mouche. Marla qui arrive, la perte, la mairie, et c'est le drame puisqu'il devient un traître, puisqu'il pactise avec Spider-Man. Voilà. Ça se termine comme ça, cette petite image, donc on comprend bien que c'est quelqu'un qui lie au passé de J. Jonah Jameson, et qui n'a pas supporté ce passage, ce changement d'opinion assez drastique sur Spider-Man. Donc on a quelques combats encore avec les anti-araignées. Bon, voilà. Ça se termine assez vite et on termine sur une dernière page avec, là aussi, The Big Man, donc un des premiers ennemis de Spider-Man. Alors, qui est aux manettes? Qu'est-ce qui va se passer? On voit que là, toujours avec une petite page récap pour expliquer ce qui se passe. Spider-Man est mis à mal et on comprend très vite que c'est le fils de Foswell qui est derrière les manettes. Alors là aussi, il y a une petite récap de tout ça. Alors, ça se sûr qui avait repris le nom, j'en sais rien. J'ai pas dû lire ces épisodes encore, en tout cas, j'en ai pas souvenir. Donc là, c'est peut-être un spoil pour ceux qui n'ont pas lu. En tout cas, ça prouve aussi que Nick Spencer se sert vraiment beaucoup de la continuité et de ce qui s'est passé, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'il remet finalement des ennemis un petit peu au bout du jour, là, avec les conséquences, parce qu'effectivement,
Jonah Jameson qui avait dit qu'il protégeait, qu'il débusquerait Spider-Man, qui était accusé forcément d'avoir tué Foswell, enfin bref, un certain nombre de choses. Les conséquences aussi pour les enfants, donc c'est plutôt intéressant tout ça. Ça se termine sur une scène où forcément le corps géant est piégé, tout le monde s'en sort, voilà. Et ça se termine avec la confrontation. Là, on a le premier fantôme, effectivement, Foswell, le fantôme du passé. On a le fantôme du présent, représenté par Wilson Fisk, qui n'est pas... Et tout ça n'est pas sans conséquence sur la vie de Jonah Jameson, puisqu'il est viré de sa chaîne de radio, au final. En tout cas, il refuse de... Il est déplacé d'horaire, donc il refuse. Et on a le fantôme du futur, qui est donc symbolisé par Nora Winters, qui faisait partie de l'équipe du Bugle, qui a eu un certain nombre d'histoires, qui a été en couple avec Randy, etc. Donc pas mal de choses, on se demande bien ce qu'elle va proposer à Jonah. Et puis on finit par le Scorpion qui, du coup, n'a pas été payé parce qu'il n'a pas été payé et qui affronte le maître de corvée et la fourmi noire. Comme au début du run, ils essaient de capturer des gens, et là, il est capturé, ainsi que Stégron, le vautour, dans une cellule. Là, il y a aussi la tarentule, Cobra, enfin bref. Et donc on se demande bien pourquoi. Donc petit arc en 3 parties, qui met vraiment l'accent sur Jameson. Plutôt pas mal en fait, j'en garde un bon souvenir, qui fait évoluer les choses vis-à-vis de ce personnage, les relations, etc. Et surtout qui permet de remettre un certain nombre de personnages sur place. En tout cas voilà, on en reparle. Et qui continue une trame scénaristique, un des plots avec on avait vu le vautour qui s'était fait enlever, là on voit le Scorpion. Spider-Man avait aussi tenté d'être enlevé, enfin c'était l'outil pour le génome qui devait être enlevé, enfin bref, un certain nombre de choses. Donc c'est plutôt intéressant tout ça, on se demande bien où ça va, et peut-être qu'on va avoir des réponses dans les 2 épisodes qui suivent, donc qui sont cette fois dans le numéro 9 du softcover, toujours scénarisé par Nick Spencer, mais cette fois-ci dessiné par Chris Bacalo. Et donc c'est Famille je vous aime, partie 1, partie 2, donc qui sont les épisodes 14 et 15. On a une très belle couverture ici de Ryan Otley avec, que vous ne voyez pas parce qu'il y a des reflets partout, avec le rhino, je ne sais plus si elle est en grand. Et donc on a un style, le style de Bacalo, et on découvre qu'Arcade est en conversation, en tout cas en discussion avec Kraven le chasseur. Kraven le chasseur qui est teasé depuis le début. Voilà. Donc peut-être qu'avec Arcade ils vont monter quelque chose, en tout cas c'est sous-entendu. Et après on a tout un numéro qui cette fois va se focaliser sur le lézard, un personnage que j'aime beaucoup, avec sa petite famille. Alors là aussi il y a pas mal de récaps, pas mal de choses, sachant que sa famille était morte, elle a été clonée, et que pour les sauver de la dégénérescence des clones qui était vue dans la conspiration des clones, il leur avait injecté le sérum du lézard. Donc on a droit à des scènes un peu bizarres entre Billy qui vit dans les égouts. C'est d'ailleurs un peu bizarre parce que du coup ils vivent dans les égouts, il est professeur à la fac. C'est vraiment étrange, vraiment étrange. Et on a le couple qui vient manger à la maison, qu'ils ont invité dans les égouts, donc Mary Jane et Peter, qui font vraiment ado. Je trouve autant Kurt Connors fait plutôt vieux, autant eux ils font vraiment ado. On n'a pas l'impression qu'ils ont plus de 20 ans, on a l'impression qu'ils sont ados, donc c'est un peu gênant. Enfin, bon, donc là c'est comme ça, on a un petit récap sur la famille, etc., sur Aunt May, etc. Aunt May qui, on le sait, était déjà au plus mal avec la mort de son mari, et le fait qu'elle ait versé beaucoup d'argent dans Parker Industries, pardon. Et bon, là, elle est ruinée. Voilà, ça c'est clair, c'est net, elle est ruinée. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Elle tombe sur un... Alors là aussi, coïncidence, pas une coïncidence, elle tombe sur un SDF qu'elle va recueillir et faire déjeuner. Et à ce moment-là arrive notre ami le rhino.
le rhino qui est traqué par le maître de corvée et la fourmi noire encore. Donc on a vraiment une thématique autour des animaux qui sont capturés avec Kraven juste avant. Voilà, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc on a droit à des scènes plus ou moins un team-up entre le rhino et Spider-Man, enfin un team-up pas trop, faut dire que ça va très vite, puisque en fait, là on reconnaît bien le style de Bacalo, donc il se bat contre le maître des corvées, mais bon, le maître des corvées avec ses pouvoirs, sa mémoire photographique, c'est un peu difficile quand même. Et du coup, ils font exploser le restaurant, et qui fait exploser le restaurant, forcément il va falloir sauver toutes les personnes qui étaient dedans, dont sa tante. Donc là, il laisse tomber le rhino, forcément, c'est sûr. Le rhino qui lui en veut à mort, forcément. Bon, après, déjà avec la mort de sa femme, etc. Puis après, le rhino et Peter, ils sont pas trop potes quand même. Au final, contrairement à Miles et le rhino qui sont un peu mieux, un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup. Voilà, donc il va pour les sauver, effectivement. Et en parallèle, on a l'histoire de Billy qui, avec son père, s'entend pas très bien, qui est en communication avec d'autres personnes et qui va peut-être sortir. On va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose. En tout cas, il a rendez-vous avec un de ses copains par téléphone, donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer, etc. Vous imaginez bien que Peter va réussir à dégager tous les décombres pour sauver les personnes qui sont. Et il va reconnaître le SDF que Tante May a sauvé juste avant. Il s'agit de Ned Leeds, qui avait été piégé en tant que super bouffon ou pas. Ça dépend de la version. Enfin, la version officielle, c'est qu'il a été piégé. Assassiné en Allemagne et cloné, là aussi dans la conspiration des clones, et là qui serait revenu à la vie, en tout cas pas pour très longtemps. Voilà. Donc il meurt, et puis Tante May qui décide de rouvrir le fist avec Randy en disant voilà, Martin Lee avait fait quelque chose, il s'était fait corrompre, mais c'était quand même pas mal, on nourrissait les gens, etc. Donc on est reparti, on dit un peu d'huile de coude et on veut refaire partir l'ensemble. Et on découvre là aussi, à la fin, la discussion entre Arcade et Kraven, où il parle de beaucoup de références liées notamment à Secret Empire, du même auteur, et on comprend bien qu'il va se passer quelque chose à Central Park. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc et qu'est-ce qu'il nous apprend ? Déjà, on peut voir effectivement qu'il y a quelque chose que l'arc qui va arriver avec Kraven se met en place. On a beaucoup d'éléments qu'on comprend. Ils sont des super vilains animaux sont enlevés. Kraven, il va voir Arcade pour construire quelque chose, en tout cas maintenir quelque chose à l'aide du dôme. Donc quelque chose qui est complètement impénétrable, que ça soit Thor ou autre, ils n'ont pas réussi, Captain Marvel, à le casser lors de l'invasion. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Donc, on parle de Central Park, voilà. Et plus cette histoire, effectivement, avec le lézard. Donc on peut voir, donc c'est affaire de famille, parce qu'effectivement, on a d'un côté Tante May, personnage symbolique de la famille, qui est la famille de Kurt Connors, qui est les relations ado de Billy. Un peu compliqué tout ça, ces relations avec Billy, sachant que le lézard l'avait plus ou moins tué dans un arc, il me semble également dessiné par Chris Bacalo. Donc c'est assez plaisant de voir l'auteur, même si je trouve que les visages sont vraiment trop enfantins. Je ne suis pas trop fan de son Spidey, ni de ses représentations. Bon bref, je trouve que son Spidey est trop fluet. Bref. En tout cas, on voit bien ces deux parallèles et tout ceci se construit. Alors, arc assez court avec 2 épisodes, mais qui reprend pas mal de choses. En tout cas, à la lecture de ces 2 arcs, alors certes, il n'y a pas de gros enjeux. Effectivement, on reste sur des épisodes plutôt chill, tranquilles, où il n'y a pas d'enjeu, mais c'est plutôt plaisant. Puis on a Ryan Otley pour ceux qui l'apprécient, Chris Bacalo pour ceux qui l'apprécient. Donc, graphiquement, il y a quelque chose. Voilà. Donc en tout cas, moi, j'ai trouvé que ces 2 petits arcs permettaient d'avancer sur ce qui va devenir le gros arc, peut-être un des gros arcs de Nick Spencer avec Kraven, qu'on utilise depuis le début. Voilà, on approche au fur et à mesure. Donc à suivre. En tout cas, je trouve ça assez plaisant. Pour le moment, cette redécouverte, et finalement, c'est pas mal. Il
Il y a sûrement des choses qui sont peut-être un peu trop classiques, mais bon, alors c'est sûr que Spider-Man ou Peter Parker n'évoluent pas du tout. Voilà, c'est pas le but. Là, c'est vraiment de l'épisode détente pour voir. Et ça ne me gêne pas. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao!